À la une de cette édition, l'université Nangui-Abourgoua d'Abidjan a tenu sa rentrée solennelle avec tous les nouveaux bacheliers orientés. La rencontre marque le début de l'année académique 2023-2024. L'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire a offert un centre d'apprentissage de la langue russe à l'université privée Ephrata. La Russie veut promouvoir sa culture et permettre aux chercheurs d'interagir avec les autres universités russes. À voir également dans cette édition, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, la MUGA, a sensibilisé le groupe de travail de la mobilité GTM de la zone 4. Le renforcement des capacités était au menu. Et puis l'Union des entreprises du monde agricole et forestier organise un atelier sur le thème « Évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ateliers sur la lutte contre l'orpaillage illégal ». L'organisation veut apporter sa contribution à la lutte contre l'orpaillage clandestin. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Begré Mambé, le nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et son équipe savent désormais ce que le président Alassane Ouattara attend d'eux dans les mois à venir. Le premier conseil des ministres du gouvernement s'est tenu ce mercredi 18 octobre 2023. Nos reporters Diane Cablancan et Marius Seri étaient présents. Leur compte rendu. 7 défis clés à relever découlent de ce premier conseil des ministres présidé par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À ses côtés, le vice-président et le nouveau premier ministre Robert Begré Mambé, récemment nommé face aux 32 autres ministres. Ces 7 défis que doit relever le premier ministre ont été clairement cités. Il s'agit notamment de l'approvisionnement en produits des marchés, l'exécution des programmes du Fonds monétaire international, l'accélération de la transformation digitale de l'économie ivoirienne, avec comme urgemment urgente, l'organisation parfaite de la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan. L'événement sportif intercontinental qui va rassembler tous les amoureux du sport roi. À cet effet, le Premier ministre, par ailleurs ministre des Sports, Robert Begré Mambé, a engagé tout son gouvernement à travailler en synergie pour atteindre ses objectifs majeurs. L'occasion a été bonne pour les retrouvailles et la présentation des 4 nouveaux recrues, dont Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Wotabuna Ouattara, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Agé Silas Mech, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Jacques Assaoré Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'université Nangui-Abourgoua d'Abidjan a tenu ce mardi 17 octobre 2023 sa rentrée solennelle avec tous les nouveaux bacheliers orientés. Cette rencontre qui marque le début de l'année académique 2023-2024 a permis de donner la bonne information aux nouveaux venus afin de leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement du monde universitaire. Le reportage de Colina Nourgo, Souleyat Abidoye et Ezekiel Siri. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie de ces nouveaux bacheliers. Orientés à l'université Nangui-Abourgoua, ils ont été reçus ce mardi 17 octobre 2023 par l'administration universitaire avec à la tête le président. Nom de cette rencontre, rentrée solennelle pour tous les nouveaux étudiants, marquant ainsi le début de l'année académique 2023-2024. Au menu de cette rencontre, présentation de l'université, de ses formations, de son fonctionnement et l'explication des notions universitaires, mode d'évaluation et de passage, les parcours, scolarité, fonctionnement de l'enseignement universitaire, notions de crédit, de semestre et de LMD. Tout a été dévoilé à ces nouveaux bacheliers de l'université Nangui-Abourgoua. Objectif, permettre à ces 1300 nouveaux bacheliers de disposer de bonnes informations. Le premier sens, c'est vraiment donner la chance à chaque étudiant de bien comprendre le fonctionnement de l'université, parce qu'à partir de cette compréhension, c'est déjà un pas vers la réussite. Beaucoup d'étudiants qui arrivent, qui sont des anciens lycéens, ne savent pas comment fonctionne l'université. Le système est différent au lycée.
Donc quand ils arrivent à l'université, quelques-uns sont un peu perdus. Donc il faut les recadrer, leur expliquer le fonctionnement de l'université et pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions pour avoir une chance de réussite. Cette rentrée solennelle, première du genre, a aussi permis à l'administration de l'université de dissiper les appréhensions des nouveaux bacheliers à travers une séance de questions-réponses, une initiative saluée par les nouveaux venus. C'est une très bonne initiative pour nous les étudiants parce que ça nous permettra de poser des questions et de donner des suggestions. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne initiative. Bon, la cérémonie, elle a des bonnes intentions pour nous les élèves. C'est une cérémonie qui vise à nous renseigner plus sur l'efficacité de l'université. L'université Nangui-Abrogwa est une institution purement scientifique créée en 1995. Elle compte 4 unités de formation dont les sciences expérimentales et appliquées, les sciences de la nature et les sciences technologiques des aliments. Et puis l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire a procédé ce mardi 17 octobre 2023 à l'ouverture d'une salle culturelle pour la promotion de la langue russe à l'université privée Ephrata. Cette salle va permettre de promouvoir la culture, l'éducation russe au sein de l'université et permettre aux chercheurs d'accéder à leurs recherches et d'interagir avec les autres universités russes. Pierre Tebeu et Tima Kaoré nous font découvrir ce nouveau centre. L'université privée Ephrata s'ouvre à la culture russe. Elle s'offre une salle culturelle dénommée salle Pouchkine, située au sein de l'université privée Ephrata, dans une des amphis de l'université. Il s'agit d'une salle pour la promotion de la langue et des études russes. Elle permettra une interconnexion avec les autres universités en Russie. L'inauguration de cette salle a eu lieu en présence du premier responsable de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur plaide pour que les étudiants viennent découvrir les différents aspects de la culture russe. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la salle Pouchkine. Donc, le nom de célèbre poète russe et mondial, je dirais, je n'ai pas peur de ce mot, parce que ça, c'est vraiment un poète qui a laissé un héritage culturel énorme, important. J'attends à ce que notre prochaine interview sera fait en russe et que plus de gens, plus d'Ivoiriens comprennent le russe. C'est une langue riche, c'est une langue qui fait partie des langues officielles du Conseil de sécurité. Cet instrument de la relation entre la Russie et la Côte d'Ivoire est aussi un outil de recherche et d'éducation. Cependant, il faudra le fréquenter pour en tirer l'essentiel. Les activités phares au niveau de la salle culturelle Pouchkine au sein de l'université Ephrata seront essentiellement orientées vers la projection de films pour connaître un peu le peuple russe, savoir également ce qu'ils ont comme habitude culturelle, sociale, l'échange des ateliers. Nous pensons que ce partenariat entre l'Institut Pouchkine et l'université Ephrata vient à point nommé pour pouvoir permettre à notre système éducatif de copier, d'émuler, dans le sens de la Russie, car nous savons que la Russie est un pays de formation de qualité. La première partie de cette cérémonie a eu lieu dans l'amphi où il y a eu la présentation de quelques programmes en connexion avec la Russie. Une cérémonie riche en couleurs à laquelle ont pris part les étudiants, les enseignants et les responsables consulaires de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, l'AMUGA, a procédé ce mercredi 18 octobre 2023 à la mairie de Trècheville à la sensibilisation du groupe de travail de la mobilité GTM de la zone 4. Cette rencontre permet à l'AMUGA de renforcer les capacités des membres du GTM à travers des échanges sur des thématiques liées au transport urbain à Abidjan. L'objectif est d'aboutir à la modernisation du secteur du transport dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Autre précision avec Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. Le groupe de travail de la mobilité a été mis en place dans les communes pour recenser les différentes doléances du secteur de transport à l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, l'AMUGA. L'autorité a tenu à les mettre ensemble aujourd'hui pour leur rappeler leurs missions qui sont entre autres de faire des propositions d'amélioration du système communal des transports,
porter les problèmes de transport communaux à l'AMUGA ou encore servir d'interface entre l'autorité et les acteurs du transport. Un objectif de convergence que le DG de l'AMUGA a tenu à relever pour souligner le rôle important du GTM. Vous voyez que les BACA, les robots, tous ces modes de transport-là, aujourd'hui, transportent pratiquement 75% de la population dans le Grand Abidjan. Donc on ne peut pas organiser le transport. Tous les projets qui sont en cours, on ne peut pas les faire sans que ces entités-là ne soient prises en compte. Donc c'est un peu ça le sens de cette cérémonie-là qui nous permet d'avoir une équipe, un groupe de travail qui permet de régler l'ensemble des problèmes, de faire face à toutes les concertations possibles. À mi-parcours de son exécution, les échanges entre le GTM et l'AMUGA ont permis de créer une synergie qui a produit des résultats importants dans les communes. Au départ, nous étions un peu sceptiques, mais avec la persévérance des différentes délégations de l'AMUGA, nous nous sommes aperçus que l'objectif était noble. Je propose donc que l'équipe du travail du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier fasse en sorte que quand ils font les travaux, une chaussée soit libérée pour faciliter la mobilité, pour la fluidité du transport. Qu'il en soit de même pour la CIR au niveau de Port-Bouilly-Centre. C'est un peu l'anarchie aussi, c'est un peu les problèmes qu'on connaît, les problèmes de sécurité routière, les gens qui conduisent un peu comment. Donc tout ça là, on doit pouvoir les prendre en compte et progressivement les amener à travers dans un cadre formel. L'objectif, comme on le dit, c'est d'arriver à terme à la professionnaliser, parce que vous savez, ils doivent pouvoir renouveler leur parc automobile, que vous avez vieillissant, ils doivent pouvoir être formés. Cette rencontre s'est poursuivie avec des échanges entre les membres du GTM et l'AMUGA sur des thématiques importantes touchant le secteur du transport urbain à Abidjan, notamment les permis à points. La zone 4 concernée ici comprend les communes de Koumassi, Marcory, Trècheville et Port-Bouilly. Les outils de profilage sont au cœur de la Convention africaine du disque et de l'intelligence CADI 2023. Les directeurs et experts des ressources humaines, des chercheurs et formateurs en gestion des ressources humaines sont réunis depuis ce mercredi 18 octobre 2023 à Abidjan à l'occasion de la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Cette plateforme, initiée par le cabinet Focus RH, permettra aux gestionnaires des ressources humaines de partager les expériences en la matière. Et pour cette édition 2023 de la CADI, l'accent sera mis sur la promotion de l'utilisation efficace des outils de profilage pour améliorer la gestion du capital humain dans les organisations africaines. Konena Nourgo et Valentin Kra. En voilà une plateforme qui vient réinventer la gestion du capital humain en Afrique. Conçue par le cabinet Focus RH, la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle vient aider les managers à relever les défis de la gestion des ressources humaines à travers la promotion des outils de profilage. Nous avons organisé la CADI parce que ça fait 15 ans que nous accompagnons les hommes et les organisations dans leur processus de transformation. Et nous avons remarqué quand même qu'il y a beaucoup d'écart entre ce qui est attendu des collaborateurs et ce qu'on obtient des collaborateurs. Entre ce que les collaborateurs attendent de leurs entreprises et ce qu'ils reçoivent. Alors, après analyse, nous avons réalisé qu'il s'agit tout simplement de métriques que l'on peut très bien évaluer et en même temps combler en modifiant simplement la posture. Je donne un exemple. Un collaborateur, normalement, qui est en conflit avec son manager, ce conflit aurait pu ne pas exister si le collaborateur savait qui est le manager et si le collaborateur se connaissait lui-même. Cette première édition de la CADI, ouverte ce mercredi 18 octobre à Abidjan, a pour thème principal optimiser la gestion du capital humain dans les organisations par l'utilisation efficace des outils de profilage. Un thème qui a fait l'objet de conférences inaugurales suivies avec intérêt par des chefs d'entreprise, des directeurs des ressources humaines, des experts, des chercheurs et des formateurs venus de plusieurs pays du monde. Et pour les panélistes, les outils de profilage comme le disque et l'intelligence émotionnelle pourraient aider à améliorer la gestion du capital humain. Les outils de profilage sont des outils qui permettent à un individu
de pouvoir se découvrir à travers un test qu'il fait avec un ordinateur. D'accord, donc il va sur un lien, ça peut être sur son ordinateur, ça peut être sur son téléphone portable, avec la connexion Internet. On lui envoie un lien, donc quand il clique le lien, il y a des questions qui lui sont posées, mais avec des timings de réponses qui sont assez calculés. On ne peut pas parler d'intelligence émotionnelle sans faire référence au disque, parce que le disque permet une sorte de classification en fait du personnel. La Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle 2023 sera meublée de formations certifiantes sur ces outils de profilage, de masterclass, mais aussi de tables rondes et d'ateliers. Cette première édition de la CADI, prévue jusqu'au 23 octobre, est parrainée par Nguessan Kofi, ministre ivoirien de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Parlons d'autonomisation de la femme. Les femmes entrepreneurs et le secteur privé sont invités à développer des partenariats. Cocktail d'opportunités pour les femmes entrepreneurs. La rencontre a réuni dirigeants d'entreprises et secteurs privés. Une journée organisée par ONU Femmes en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire qui a eu pour objectif de renforcer le partenariat entre les femmes entrepreneurs et les entreprises privées. Les détails avec Walter Kofi. Une soixantaine de contrats d'approvisionnement devront être signés à l'issue de cette journée qui a réuni le secteur privé et les femmes dirigeantes de petites et moyennes entreprises. Un objectif ciblé par le cocktail d'opportunités des femmes entrepreneurs avec le patronat ivoirien qui est une rencontre B2B en vue de créer des opportunités d'affaires et de partenariat pour des femmes chefs d'entreprise. L'initiative rentre dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes et est portée par ONU Femmes qui veut ainsi ouvrir les portes des marchés publics et privés aux femmes entrepreneurs. L'idée, c'est qu'à la fin de la journée d'aujourd'hui, on finit avec des contacts, des contrats, des opportunités réelles pour la contractualisation des entreprises menées par des femmes dans les chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises ivoiriennes. Bon, les points clés, c'est vraiment le soutien des entreprises, aux entreprises menées par des femmes. D'un côté, toute la problématique d'accès au marché, c'est important. Et aujourd'hui, on s'occupe de ça, aux besoins des petites et moyennes entreprises. Donc, beaucoup de travail à faire à ce niveau. Le projet bénéficie de l'accompagnement du secteur privé représenté par le patronat ivoirien CGC à travers sa commission promotion de l'entrepreneuriat national. La CGC veut par cet engagement contribuer à accroître la part des entreprises dirigées par les femmes dans le marché privé ivoirien. Écoutez, ce qui pourrait permettre aux femmes déjà de pouvoir éclore au niveau des entreprises nationales, c'est de savoir que déjà leurs entreprises sont protégées. La protection de leurs entreprises par nos décideurs, parce que nous savons que quand même c'est les entreprises nationales aujourd'hui qui créent de la richesse et qui créent de la valeur. Donc il faut permettre, pouvoir les encadrer. Rappelons que ce séminaire intervient dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes grâce à l'accès des femmes à la commande publique et aux chaînes d'approvisionnement en Afrique de l'Ouest. Le projet est implémenté par ONU Femmes dans 4 pays ouest africains, dont le Sénégal, le Mali, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ouvrons une page pour parler de développement durable. L'ampleur des conséquences de l'orpaillage clandestin est telle que l'Union des entreprises du monde agricole et forestier veut apporter sa contribution à la lutte contre ce phénomène, d'où l'organisation d'un atelier sur le thème « Évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ateliers sur la lutte contre l'orpaillage illégal ». Et nous sommes en Côte d'Ivoire. Le reportage de Djekou de Silva et d'Augustin Kra. La production de l'or en Côte d'Ivoire a atteint environ 48 tonnes en 2022. Une production en constante hausse ces 10 dernières années. Les 31 régions de la Côte d'Ivoire sont négativement impactées par ce phénomène d'orpaillage clandestin. L'approche de la répression adoptée comme mesure pour freiner le phénomène a montré ses limites. Au niveau du Conseil national de sécurité CNS et du ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, l'on constate que les solutions proposées sont inappropriées. Une situation pour laquelle
L'Union des entreprises du monde agricole et forestier s'active pour des solutions idoines. Dans un premier temps, il fallait faire en quelque sorte, il fallait apprécier les dégâts de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Tous les dégâts qui se répercutent sur la vie sociale, sur la dégradation de l'environnement, sur les eaux et même une menace sur la sécurité alimentaire. Nous avons donc étudié tout cela et après 2 années de mise en application, nous voulons aujourd'hui savoir quels sont les impacts des recommandations que nous avons pu faire sur l'agriculture en Côte d'Ivoire. Pour les populations, la destruction massive du patrimoine foncier nourricier des régions est une réalité et les autorités devraient prendre des mesures idoines pour endiguer le fléau. Il faut dire que quand vous regardez un peu l'historique de l'exploitation illégale d'or en Côte d'Ivoire, c'est suite à la crise civilo-militaire que nous avons connue jusqu'en 2010, et ce qui a permis aux acteurs de l'exploitation artisanale des pays du Nord à se rabattre un peu sur la Côte d'Ivoire, dû au fait que nous avons un sous-sol qui est très minéralisé sur cette question d'or, et éventuellement aussi l'accessibilité de nos sols a été toujours moins favorisée par les populations locales. Dans tous les villages du département de Bongouanou et d'Ara, l'activité est très intense, au point où aujourd'hui, nous en tant que cadre de la région, on est en train de réfléchir pour voir comment mettre fin à cela, mais ce n'est pas facile. Un atelier au cours duquel l'on animera des panels et des communications suivis d'échanges. Les experts interviendront sur les actions menées par les acteurs de l'écosystème dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ils présenteront également les recommandations des ateliers sur la lutte contre l'orpaillage illégal. Notons que cet atelier est organisé par l'UNEMAF avec le soutien de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de sa mission de protection de la biodiversité et de préservation des forêts en Côte d'Ivoire, l'ONG SOS Forêt a reçu le soutien de l'agence de coopération allemande, la GIZ. Ce soutien s'est traduit par un don de matériel de production de semences de champignons comestibles. Le compte-rendu de Diane Cablancan et de Marius Seri. Le matériel offert par la GIZ comprend des équipements de pointe pour la production de semences de champignons comestibles. Il s'agit notamment de laboratoires spécialisés, d'incubateurs, de boîtes de culture, de substrats spécifiques et d'un système d'aération contrôlé. Ce matériel permettra à SOS Forêt d'augmenter sa capacité de production de semences de champignons comestibles de manière durable et efficace. L'objet aujourd'hui, c'est vraiment remettre de manière officielle le matériel que la GIZ a financé pour la production de semences avec l'ONG SOS Forêt à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'objectif, c'est de permettre vraiment à la Côte d'Ivoire de disposer de semences pour la production de champignons. Parce que la population aime beaucoup les champignons, mais n'a pas la capacité de produire parce qu'on n'a pas la semence. Il faut aller la chercher dans les pays voisins. Grâce au don de matériel de production de semences de champignons comestibles de la part de la GIZ, l'ONG SOS Forêt renforce ses capacités dans la conservation des écosystèmes forestiers en Côte d'Ivoire. Ce soutien permettra à l'ONG d'élargir ses activités de production de semences de champignons comestibles, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire des communautés locales et à la préservation de la biodiversité. Il faut reconnaître que c'est, une valeur ajoutée que l'Université Félix Houphouët-Boigny, à travers le Centre national de floristique, donne à la Côte d'Ivoire pour la sécurité alimentaire. Donc ce jour, nous nous sommes réunis en fait pour présenter le laboratoire de production des semences de Côte d'Ivoire. Donc ce laboratoire a été mis en place grâce au financement de la GIZ, qui est la coopération allemande. Et donc ce laboratoire nous permet aujourd'hui d'être un centre d'incubateur vraiment de production des semences de champignons comestibles en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de remise a également été l'occasion pour les participants de visiter les installations du CNF qui disposent d'espaces dédiés à la recherche et à la conservation des espèces végétales.
Les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny ont souligné l'importance de la collaboration avec des organisations telles que SOS Forêt pour la préservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Notre culture à présent, la 3e édition du festival Wobélé a été annoncée lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi 17 octobre 2023 à la Maison de la Presse au Plateau. Cette année, le thème de la 3e édition est « La jeunesse et le développement ». Les domaines socio-économiques, éducatifs, de l'environnement, la culture, le sport seront mis en avant à cette édition. Michel Brou et Richard Akiki. Du 1er au 5 novembre 2023 se tiendra la 3e édition du Wobélé Festival à Tafiri, dans la région du Hambol. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par les organisateurs de ce rendez-vous culturel. Initialement prévu du 12 au 20 août 2023 suite au décès du général Gaston Wassinan, il se tiendra enfin au grand plaisir des visiteurs. Les initiateurs du festival ont expliqué le choix du thème qui vient sensibiliser la jeunesse à participer à la chaîne de valeur de la production agricole. Il sera aussi l'occasion de réunir les fils et filles de la localité autour de tables rondes, de conférences et ateliers pour partager les meilleures pratiques, expériences mais aussi des conseils. Il était important de rencontrer la presse nationale afin d'échanger et surtout de leur donner la nouvelle programmation qui allait servir à tous les festivaliers au cours des activités de 2023. Donc, ce qui a été retenu, c'est que le Wobélé Festival va se dérouler à partir du 1er novembre et jusqu'au 5 novembre. Nous aurons donc toutes les activités que nous avons souhaité avoir, c'est-à-dire tous les aspects de la vie sociale même de nos communautés, l'éducation, l'environnement, la culture, l'économie et le sport. Le Wobélé Festival signifie nous voici en Tafiré et Tchebengue, en langue des populations de Tafiré, Badika, Niedeka. Il est un voyage entre les secrets de la culture de ces peuples du Hambol et le partage de la passion pour le sport en général et le motocyclisme en particulier. La 3e édition attend plus de 15 000 visiteurs à Tafiré, la terre blanche. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro. Les membres de la mutuelle des agents des mines et géologie se sont retrouvés à Yamoussoukro pour faire le bilan de leur action et tracer les grandes lignes des perspectives à venir autour du thème épanouissement social et productivité des agents de l'administration des mines. Au cours de ces travaux, ils ont rendu hommage aux retraités de leur administration, tout ceci sous le parrainage de Yacouba Diarra, directeur général de Perseus Mining Côte d'Ivoire. Charles Kwaku. Ils sont environ 400 agents de la mutuelle des agents de l'administration des mines et géologie, MAMIG, qui se sont retrouvés dans la capitale politique Yamoussoukro à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Après la présentation du bureau de la mutuelle, Megnoron Siloué, président de la MAMIG, et ses camarades ont fait le bilan d'un an de fonctionnement et tracé les grandes lignes des perspectives à venir. Aux normes des acquis, nous pouvons citer l'obtention pour l'ensemble des membres de la mutuelle d'une assurance maladie. Au cours de cette année, le plus grand fruit que nous avons pu récolter, c'est l'assurance maladie pour tous les agents. Nous avons pu, avec le concours de notre ministre qui a bien voulu épauler la mutuelle pour mettre en place une couverture maladie pour tous les agents. Et depuis le mois de septembre, nous bénéficions d'une couverture maladie. Nos défis, c'est d'aider vraiment les mutualistes à avoir des terrains. Le problème de l'urbanisation, nous connaissons la difficulté aujourd'hui à avoir un toit. Et partir à la retraite sans un toit, c'est un poids. Nous voulons que tous les agents de l'administration des mines, au soir de leur carrière, puissent se réjouir dans un toit. Yacouba Diarra, directeur général du Perseus Mining Côte d'Ivoire, parrain de la cérémonie, a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils pour la réussite de la mutuelle. D'abord, ayez de l'ambition sur des visions et projets. Et ces projets ne doivent être ni trop grandioses, car ils seront inutilement complexes et coûteux et échoueront. Les projets ne doivent être ni trop étriqués, car ils ne susciteront pas la part des rêves qui est indispensable à tout projet. Cette assemblée générale ordinaire de la mutuelle
a vu la participation du ministère de tutelle avec la présence du directeur général de la mine et de la géologie. Je me réjouis pour cette détermination à bâtir, mettre dans la main, l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Un tel mouvement d'ensemble démontre la force d'union qui vous caractérise quand il s'agit de penser à l'avenir. Les anciens de l'administration qui font valoir leur droit à la retraite ont été honorés au cours de cette cérémonie. À Boaké, l'ONG Save Women, en collaboration avec le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, a mené une séance de sensibilisation à l'université Alassane Ouattara. Il s'est agi d'informer les étudiants sur les effets néfastes des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida, ainsi que sur les grossesses à risque, une activité pour prévenir ces maux en milieu universitaire. Emmanuel Bonzo. Le milieu universitaire est miné par de nombreuses maladies comme les infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida et les grossesses à risque. Des maux qui perturbent parfois le cursus universitaire de certains étudiants. Pour prévenir ces phénomènes, l'ONG Save Women était en séance de sensibilisation à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Face aux étudiants, l'organisation a informé l'assistance sur les effets néfastes de ces maladies sur leur santé. L'ONG a surtout conseillé aux étudiants d'observer les bonnes pratiques en matière de protection contre les IST-VIH et éviter les comportements à risque pour leur vie. L'objectif, c'était dans le but de pouvoir sortir de cette sensibilisation, de pouvoir avoir des personnes maintenant qui sont capables de prendre en charge leur avenir sexuel, de voir des personnes matures, de voir une vie de sexualité bien orientée. J'ose croire que ces étudiants qui sont d'abord des personnes très matures vont vraiment pratiquer ce qu'on appelle la protection. Ils ne vont plus vivre une vie de sexualité en désordre parce qu'ils ont appris beaucoup aujourd'hui. Et je demande à ce que ces actions, ce genre d'actions-là, soient multipliées sur l'espace universitaire afin de sensibiliser un grand nombre d'étudiants. Pour cette activité de sensibilisation, les étudiants ont répondu nombreux à l'appel de l'ONG Save Women. Ils estiment avoir été édifiés par toutes les informations reçues au cours de cette opération. Nous devons rester fidèles à nos différents partenaires. Si nous avons des partenaires, et aussi avoir des rapports protégés, et aussi c'est conseillé de faire son test de dépistage pour pouvoir connaître son statut. Le CEC se tient à côté pour accompagner les initiatives de sensibilisation. Ça serait vraiment de demander à nos petits frères et petites sœurs d'avoir des comportements responsables, d'éviter les comportements à risque qui pourraient mettre en péril leur vie. Séance de port correct du préservatif, sensibilisation à l'usage efficace des outils de protection contre les grossesses à risque sont entre autres activités qui ont meublé cette initiative de l'ONG Save Women, dont le combat vise à conscientiser les jeunes et les exhorter à privilégier leurs études durant leur parcours scolaire et universitaire. Autre activité, l'ONG, le collectif des femmes solidaires. Ce réseau de femmes leaders s'est rendu à Amodi, localité située dans la sous-préfecture de Tabagne, département de Bondoukou, pour remettre des kits scolaires à plusieurs enfants, élèves d'Amodi et des villages environnants. Objectif, stimuler ces enfants à prendre leurs études au sérieux afin d'être excellents. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gontougo. Docteur Issokofi, présidente du collectif des femmes solidaires, toute son équipe se sont rendues dans le village de Amodi, département de Bondoukou, afin d'offrir plusieurs dons de kits scolaires aux enfants de ce village. Car la rentrée scolaire est encore une fois de plus arrivée avec son lot de difficultés, contraignant les parents à des réflexions pesantes. Contribuer à la satisfaction des besoins des femmes et des enfants, permettre leur épanouissement. Et en milieu scolaire, contribuer à la réussite des enfants. On souhaiterait qu'en milieu rural, il y ait des enfants qui émergent afin de faire partie des meilleurs. Nombreux sont ces enfants du village de Amodi et des villages environnants qui ont reçu ces nombreux dons de kits scolaires du collectif de femmes solidaires qui contribuera à leur donner une éducation de qualité. Ces kits que j'ai reçus, ça va m'aider à travailler plus à l'école. Nous vous remercions d'avoir pensé à nous. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Je suis très heureuse d'avoir ces kits scolaires.
Je promets d'en faire bon usage. Pour les autorités du système éducatif et les enseignants du village de Amodi, c'est un bonheur pour eux de recevoir tous ces dons du collectif des femmes solidaires qui permettraient ainsi de faire barrage à l'abandon des enfants qui, par manque de moyens, abandonnent l'école pour vaquer à d'autres occupations. Je tiens véritablement à remercier cette ONG à travers sa présidente. Ces kits-là vont permettre justement à nos enfants de commencer le travail. La mutuelle des cadres pour le développement de Amodi voit en cette action du collectif des femmes solidaires un geste qui est à saluer. Au nom de la mutuelle d'Amodi, je remercie sincèrement cette ONG. Ces dames qui ont bravé les difficultés pour arriver à Amodi, elles sont à remercier. Notons que le collectif des femmes solidaires œuvre dans le secteur humanitaire, la santé et l'éducation et a pour objectif de créer un cadre harmonieux pour les enfants ainsi que les populations qui en manifestent le besoin. En images, deux groupes chinois investiront 14,75 milliards de dollars dans la production de l'hydrogène vert et de chlorure de potassium en Égypte. Les accords ont été signés avec China Energy et United Energy Group lors du forum des nouvelles routes de la soie qui s'est ouvert à Pékin. L'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a signé les accords avec des groupes énergétiques chinois pour l'implantation d'une usine d'hydrogène vert et d'un complexe de production de chlorure de potassium pour un investissement global de 14,75 milliards de dollars, a annoncé le gouvernement égyptien dans un communiqué publié ce mardi 17 octobre 2023. Et puis l'Éthiopie choisit 2 startups recyclant les déchets de café pour les African Startup Awards. Addis Abeba accueillera les prochains African Startup Awards du 25 au 27 octobre 2023, un événement qui récompense les meilleures startups d'Afrique. Pour représenter le pays hôte, les 2 startups sélectionnées ont toutes les 2 trouvé une solution pour réutiliser les déchets issus de la culture et de la consommation du café. Objectif, diminuer la pollution engendrée par cette industrie. Un enjeu important pour l'Éthiopie, 5e producteur de café mondial, avec 450 000 tonnes produites par an, dont la moitié est consommée par ses habitants. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.